Bonjour à tous, à ceux qui sont en chair et en os présents dans la salle, comme à ceux qui sont à distance en visio. On avait prévu on prévoit chaque année un petit temps d'orientation et d'échange avec les étudiants du Conservatoire aériennement régional de Paris pour aborder la question de la suite des études, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au bout du troisième cycle, qu'est-ce qui se passe au bout du DEM, qu'est-ce qui se passe au bout du CPES. Alors, c'est beaucoup d'acronymes, on va vous les détailler dans quelques temps. Et je voudrais présenter les personnes qui sont présentes avec nous cet après-midi sur ce temps d'échange. Il y a donc Muriel Mahé de l'Association des parents d'élèves du CRR de Paris, qui est par ailleurs présidente de FUSE, la Fédération des usagers du spectacle vivant. Il y a Xavier Delette, directeur du CRR de Paris. Pour les étudiants, on avait rendez-vous avec Xavier en début d'année, puis ça ne s'était pas fait. Je ne sais plus si c'était moi ou si c'était Xavier, vous aviez une possibilité. Donc voilà la rencontre qui est faite avec. Il y a des nouveaux étudiants que vous n'avez pas rencontrés. Stéphane Audard, qui est professeur de culture musicale et professeur de guitare et d'atelier au Conservatoire du 11e, de culture musicale au CRR de Paris, et qui est le secrétaire de l'ADEJ, je dis à la fois pour les étudiants, mais aussi pour les gens qui sont à distance. L'ADEJ, c'est l'Association des enseignants de jazz. C'est une association qui a pour but de promouvoir le jazz, l'enseignement du jazz sous toutes ses formes. Donc Stéphane Audard, et puis je suis Jean-Charles Richard, je coordonne le département de jazz pour le cycle spécialisé CPES au CRR de Paris. Donc, bienvenue à tous. Alors, effectivement, la question du troisième cycle, c'est une question qui se travaille encore aujourd'hui parce qu'on a vu apparaître il n'y a pas très longtemps un nouveau cursus qui s'appelle le cycle préparatoire à l'enseignement supérieur. Alors, ces cycles préparatoires, parfois des personnes disent classe préparatoire à l'enseignement supérieur. C'est une nouvelle strate à l'intérieur des conservatoires. Tous les conservatoires n'ont pas ce cycle qui est le CPES. Il faut en faire la demande pour pouvoir l'avoir. Mais avant de rentrer peut-être plus précisément dans le détail de tout ça, je voudrais juste passer la parole à Xavier Delette pour nous présenter quels sont les différents parcours que l'on a dans les conservatoires. C'est le cas pour le CRR de Paris, mais pour les autres conservatoires. Comment s'organise le troisième cycle pour les étudiants qui ont déjà une pratique de plusieurs années d'instruments et d'esthétique jazz. Merci beaucoup Jean-Charles et bonjour à tous, tout particulièrement à ceux que j'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer. Voilà. Merci de ce moment et de cette opportunité. Donc, pour répondre à la question de Jean-Charles, faut bien voir que les conservatoires, dans leur immense majorité et pour l'immense majorité de leurs élèves, ont déjà un but par rapport aux futurs amateurs. Et que donc, on doit travailler sur donner des outils aux amateurs pour être actifs après avoir quitté le conservatoire, donc une certaine autonomie dans leur façon d'appréhender leur voix, leur instrument, leur corps pour les danseurs. Donc ça, c'est un but partagé par tous les conservatoires. Donc ce sera un peu moins notre propos aujourd'hui, mais il faut bien avoir ça à l'esprit, puisque c'est ce travail vis-à-vis des amateurs qui lie la plupart des pensées qui font gérer les cycles d'études. Donc, le but du troisième cycle, c'est justement d'accéder à cette autonomie. Donc, chaque conservatoire est un peu libre de voir quels moyens il emploie pour cela, mais avec cet objectif partagé de pouvoir monter à un niveau d'autonomie des jeunes gens qui passent 7, 8 ans, parfois plus, parfois un peu moins, dans les murs des conservatoires. Cette notion d'autonomie est très importante parce qu'en fait, quelqu'un qui va poursuivre par un cycle spécialisé ou une classe préparatoire va continuer à être pris en main, pris en charge par tout un groupe d'enseignants, alors que quelqu'un qui va se destiner à des études de médecine, il y a malheureusement assez peu de chances qu'il puisse continuer à suivre des cours dans un conservatoire et donc l'autonomie doit être déjà acquise et c'est pas si facile, on le sait bien, vers 17 ans. Donc, sur la suite de ce cycle, il y a maintenant 2 propositions qui sont faites. Alors, comme le disait Jean-Charles, tous les CRR n'ont pas pour l'instant des classes préparatoires, enfin, à peu près tous ont des classes préparatoires, tous les CRR n'ont pas pour l'instant
l'intégralité de leur discipline recouverte par l'appellation classe préparatoire. Mais ça se répand, c'est de plus en plus partagé aussi. En ce qui concerne le CR de Paris, on a la chance d'avoir l'intégralité de nos disciplines, que ce soit en musique, en danse et en théâtre, qui sont recouvertes par cette appellation classe préparatoire. C'est vraiment une chance. Et on y reviendra sur les classes préparatoires. Mais d'abord, il y a le cycle spécialisé qui est toujours là, qui prend d'autres noms. Ça s'appelle le COP à Boulogne-Billancourt. Certains ont installé le CEPIV. Enfin, en fait, on est dans la même chose. On parle d'un cycle de pré-professionnalisation qui se situe donc à l'issue d'un diplôme justement valorisant un parcours d'amateur. Donc, ce cycle spécialisé, je vais employer ce terme parce que c'est celui qui est en vigueur chez nous, a récemment pris une nouvelle orientation, justement parce que les classes préparatoires ont permis de mieux définir les choses. Donc, le cycle spécialisé est bien un cycle de pré-professionnalisation, mais pas forcément pour les métiers de la scène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez presque plus de métiers qui sont autour de la scène que sur la scène. C'est-à-dire tous les métiers qui sont dans la réalisation de spectacles, qui sont dans la médiation. Beaucoup de métiers sont maintenant dans la médiation. C'est une notion qui a énormément progressé. Tout ce qui tourne autour de l'éducation artistique et culturelle, tout ce qui tourne autour de la façon dont les collectivités, telles que les conseils départementaux, des régions, encadrent les pratiques amateurs ou aussi aident à la professionnalisation. Enfin voilà, il y a vraiment une multitude de professions qui sont liées à la culture et qui nécessitent d'avoir un très bon niveau instrumental, de culture aussi, mais une autre compétence qui peut être juridique, organisationnelle, de management aussi, ou de médiation. Et on pense aussi à l'enseignement, à l'éducation nationale, où il y a aussi beaucoup d'emplois. Donc, le cycle spécialisé, petit à petit, vous ne l'avez pas encore ressenti, je pense, mais petit à petit, va être de plus en plus tourné vers cette orientation-là, c'est-à-dire de tous les métiers qui sont dans la culture, mais ne sont pas directement des acteurs sur la scène. Le cycle spécialisé peut également servir de tremplin, de sas, de transition vers les classes préparatoires à l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est une orientation générale qui est peut-être plus affirmée à la ville de Paris que dans d'autres lieux, mais c'est quand même une notion qui se partage assez largement entre nous directeurs. Sachez par exemple que pour l'Île-de-France, les 7 CRR se sont concertés par rapport à la mise en place des classes préparatoires et qu'on est en très bonne intelligence, en très bonne entente, et que donc, même si on n'est pas exactement sur les mêmes types de propositions, on est quand même très en lien. Et j'en veux pour preuve que, par exemple, nous partageons une journée à l'Orchestre de Paris, avec les musiciens de l'Orchestre de Paris, tous ensemble, avec, voilà, pour connaître les métiers qui sont liés à l'Orchestre de Paris, évidemment instrumentiste, mais aussi bibliothécaire, régisseur, programmateur, enfin, voilà, tout cela. Donc, il y a quand même une bonne entente entre les CRR. Là, je parle de l'Île-de-France, mais c'est la même chose dans d'autres régions. Et donc, voilà, il y a quand même un partage d'opinions et d'orientation qui est assez clair. Alors, les classes préparatoires à l'enseignement supérieur, bon, d'abord, Muriel Mahé vous expliquera le long chemin qui a été nécessaire, mais c'est une avancée absolument formidable. Et si je désigne Muriel, c'est parce qu'elle est vraiment une actrice assez fondamentale de ce grand dessin. Et donc, ce sont des classes qui ne sont pas diplômantes, qui sont vraiment faites pour un seul but, faire entrer les étudiants dans l'enseignement supérieur en 1 an ou 2, bon, exceptionnellement en 3 ans. Et ces classes sont un label du ministère, et ce label, nous devons le mériter. C'est-à-dire, il y a eu un très gros dossier de préparation qui a été nécessaire pour obtenir ce label. Donc, pour nous, c'était la 3e année, là, pour la musique et le théâtre, la danse, et bien sûr plus tard. Il y a eu un très gros dossier, et puis surtout, on va prouver vraiment l'efficacité de ce cycle. Pour l'instant, je vous rassure, tout va bien. On est sur des pourcentages de réussite qui sont assez faramineux, mais il y a quand même un enjeu par rapport à ça. Et surtout, et Muriel abordera ce point aussi, pour nous, ça veut dire que ceux qui sont en CPES, post-bac, bénéficient automatiquement du statut étudiant. On a bien vu dans ces temps très durs de pandémie que parfois ça pouvait être vraiment plus que nécessaire, mais en temps normal aussi, c'est très important. Et on essaye, j'espère que vous conforterez dans cette idée, on essaye aussi de faire un enseignement qui soit plus
à la carte plus adaptée à chacun par rapport à ce que nous proposions auparavant, qui s'appelait le cycle de perfection. Donc là, nous sommes à 289 étudiants en CPES pour le CR de Paris. Notre objectif est de 350 et ce qui nous paraît un objectif ambitieux, mais aussi raisonnable par rapport à un taux de réussite qu'on veut largement au-dessus de 80%, ce qui est le cas aujourd'hui. Voilà un petit peu pour le CPES. Sur les diplômes, alors le diplôme d'études musicales, le DEM, existe toujours. Il va valoriser ce parcours du cycle spécialisé dont je vous parlais. La nouveauté, c'est qu'il fallait quand même une certaine logique pour que le DEM n'est plus obligatoire pour se présenter en pôle supérieur. Hein. Ça paraît logique, puisque c'est les classes prépa qui préparent ça. Une attestation de classe prépa, ça a été adopté par l'intégralité des pôles supérieurs, suffit pour se présenter au pôle supérieur. Donc, on peut très bien faire, par exemple, une année de cycle spécialisé et passer l'admission en classe préparatoire. Ce n'est pas un chemin bizarre, c'est un chemin tout à fait naturel. On se dit, le cycle spécialisé me permet d'aller vers les classes préparatoires, et c'est quand même les classes préparatoires qui, globalement, vont permettre d'intégrer plus largement les enseignements supérieurs. C'est très légèrement différent au département de jazz. Non, mais juste, vous notez bien que là où le DEM était nécessaire pour postuler dans les pôles supérieurs, aujourd'hui, tous les pôles supérieurs acceptent un certificat de scolarité. Absolument. Des étudiants qui sont en CPES, et ils n'ont pas de barrière, c'est-à-dire il fallait passer par une commission de validation. C'est fini, voilà, c'est fini parce que les CNSM n'ont jamais demandé de DEM pour être candidat dans la CNSM. En revanche, les pôles supérieurs, comme c'est plus récent, ont été dans l'obligation, enfin je ne sais pas si ça peut dire, dans la perspective de demander un DEM. C'est une demande ministérielle, mais qui n'a plus de sens puisque c'est les classes préparatoires qui remplissent au maximum sa fonction. Donc, il y a une association qui s'appelle l'ANESCAS, c'est l'Association nationale des étudiants supérieurs, voilà, de la culture, qui a pris cette décision de ne plus demander de DEM, mais une simple attestation comme quoi on est en classe préparatoire pour se rentrer dans les pôles. C'est acté par tous les pôles. C'est une disposition qui a mis un tout petit peu de temps à s'installer, mais c'est fait. Il n'y a plus ce problème-là. Donc, comme je le disais, le chemin du cycle spécialisé peut être nécessaire pour accéder aux classes préparatoires. Il peut ne pas être nécessaire, ça dépend de ce qu'on a fait auparavant. Et ça, vraiment, ce n'est pas un problème. Il y a une spécificité sur le département jazz du CRR de Paris, c'est que, ne le prenez pas pour une espèce de fausse modestie, mais enfin, ce département a un tel niveau qu'il y a souvent des étudiants de cycle spécialisés qui rentrent dans l'enseignement supérieur. Bon, bah, tant mieux, je veux dire, c'est pas parce qu'ils ne font pas la classe préparatoire que ça nous pose la moindre frustration. C'est parce que le niveau est tellement fort qu'il se situe plutôt proche d'un niveau d'admission en CNSM. Donc, peut-être qu'avec un peu plus de temps, le niveau du cycle spécialisé deviendra un peu plus raisonnable, et ce n'est pas une critique du tout, c'est une fierté qu'il faut aussi fort, et que le niveau vraiment pour l'accession à l'enseignement supérieur sera plutôt sur le CPES. Aujourd'hui, il y a les deux, et ce n'est vraiment pas un problème, ça ne nous soucie pas plus que ça, et simplement c'est moins partagé. Ce que je vous dis là n'existe quasiment pas pour les disciplines classiques. Là, c'est vraiment les classes préparatoires qui remplissent ce rôle-là. Donc voilà le paysage. Merci. Oui. Il y a eu longtemps une difficulté que nous avions, que rencontraient les étudiants, c'est qu'ils étaient sur un problème de statut. C'est-à-dire que les étudiants étaient en DEM, ils suivaient leurs études, mais le fait de suivre des études en cycle spécialisé ne leur conférait pas un statut social, en ce sens qu'ils ne pouvaient pas avoir de bourse, de carte d'étudiant, c'était une carte d'établissement qu'ils avaient. Parfois, la RATP, il y a quelques années, reconnaissait cette carte, mais pas toujours. Bref, pour les étudiants de votre âge, qui ont votre tranche d'âge et qui étaient dans ce désir de devenir professionnels, il y avait un peu un entonnoir social, en ce sens qu'ils n'avaient pas de statut d'étudiant, ils n'étaient pas reconnus comme, par le Crous et par ces divers organismes sociaux. C'est là où est rentrée dans l'arène FUSE, la Fédération des usagers du spectacle vivant, pour peut-être
juguler les inscriptions à la fac qui étaient des inscriptions fantoches. Les étudiants s'inscrivaient à la fac pour pouvoir avoir une carte d'étudiant, mais n'y allaient pas toujours et faisaient de la musique. Ils n'y arrivaient pas. Et puis, ils n'y arrivaient pas. Ils y arrivaient pas. Tu veux nous expliquer le cheminement qui a fait qu'on a vu apparaître le CPES en Alors, France? le cheminement, déjà, c'est au départ, tout simplement, qu'en cycle spécialisé, vous savez, parce que ça existe encore, il y avait un système qui est toujours existant, qui est le système des aides individuelles de la DRAC. Donc, vous pouvez avoir des aides, vous pouvez bénéficier d'aides sous condition de ressources. Les dossiers ont été à rendre il y a 10 jours, oui, à peu près. Donc, il y avait un système d'aide. Et il y a eu une année où ce système d'aide a failli être supprimé. On ne sait pas pourquoi, comme ça. Il y avait eu une impression qu'il n'y avait pas de besoin spécifique d'aider individuellement les jeunes qui allaient se professionnaliser. Et ça a permis de mettre le doigt sur un vrai sujet, qui était un sujet tout simple, qui était que quand on décidait de s'orienter vers ce type de formation supérieure, vers cet enseignement supérieur-là, contrairement à toutes les autres formations qui existent en France, il n'y avait rien qui permettait de préparer cette entrée dans l'enseignement supérieur. Or, en musique, mais en théâtre, et notamment en jazz, et puis même chez les chanteurs, par exemple, il y a un temps parfois long qui peut s'écouler entre le moment où vous avez votre bac et le moment où vous rentrez dans l'enseignement supérieur. Et pendant ce temps-là, sans filet de sécurité, c'est compliqué. Donc, du coup, effectivement, ça a été un combat assez long, parce qu'en fait, il a fallu faire reconnaître, prendre en conscience de cette difficulté-là, que c'était une vraie préparation, et que ce n'était pas du loisir pour des étudiants, ce n'était pas une activité de loisir, c'était une activité à plein temps, pour que vous puissiez avoir les mêmes chances tous de rentrer dans l'enseignement supérieur, il fallait que vous puissiez accéder aux bourses du Crous. C'était tout simple, hein, ce n'était pas plus compliqué que ça. Donc, on s'est effectivement battu, et on a eu beaucoup de chance. À un moment donné, le problème était exactement le même dans les arts plastiques. Donc, pour rentrer dans les beaux-arts, il y avait des préparations qui s'appellent les préparations MANA et qui allaient bénéficier de ce statut. Et donc, on a réussi à obtenir que pour les élèves des conservatoires, en gros, il y ait exactement le même dispositif qui soit mis en place. Donc, l'objectif, en fait, et la création de ces classes-là, elles ont été créées exprès pour pouvoir justement leur donner un statut en labellisant les établissements. Et du coup, ça a bousculé, je pense, effectivement, l'organisation globale du paysage entre le troisième cycle amateur et l'enseignement supérieur. C'était un espace qui était assez mal défini et qui est seulement en train de se définir. Il n'est pas complètement défini, puisqu'on sait qu'il y a aussi un diplôme national qui est en questionnement, qui est dans la loi, d'ailleurs, dans la même loi que celle qui a donné un statut aux étudiants de l'enseignement artistique. Mais on ne sait pas trop où ça en est, mais voilà, ils essayent d'organiser, à partir de l'enseignement supérieur, ils sont partis dans l'autre sens, de l'enseignement supérieur, et on redescend progressivement, et on essaye de... Voilà, donc c'était vraiment on a été très contents quand on a appris que c'était enfin passé, et que vous alliez enfin... Après, ça a mis un petit peu de temps à s'installer, on a encore pris 2 ans, mais voilà, donc on est bien content de savoir qu'il y en a un certain nombre qui, je pense, sont un peu plus zen. C'est un grand mot, hein, parce que ce n'est pas non plus les bourses, ce n'est pas non plus des choses qui sont énormes, mais quand même, ça permet, vous avez accès aux bourses, vous avez accès au logement, vous avez accès au restaurant du Crous. Les sportives. Et au suivi médical, médico-social. Je veux dire, on n'avait pas tout ça, on n'avait rien. Avant, c'était du bricolage. Donc là, ça a permis effectivement ça, et ça, je pense qu'on peut être tous contents. Alors, au niveau du cycle spécialisé du CPES, vous avez compris dans le schéma de vos études quelles étaient les différences en termes de volumétrie de cours, en termes d'accompagnement. Il y a des cours qui existent et qui sont spécifiques au CPES, qui ne sont pas forcément enseignés
en cycle spécialisé, chaque conservatoire a une certaine autonomie. C'est-à-dire que si on a des gens de Strasbourg ou de Montpellier, les contenus de CPES ne sont pas forcément identiques d'un conservatoire à l'autre. Il y a quand même un texte de loi qui régit, en fait, ce que nous expliquent souvent les gens du ministère, c'est que Philippe Rigour, qui s'occupe du jazz, nous explique, voilà, nous, au ministère, on a vu ce texte de loi qui a été voté, donc la loi LCAP a été votée, mise en application, et en fait, le ministère a eu cette loi sur la table et il fallait inventer des contenus. Donc, la chose, elle a fonctionné à l'envers, pas seulement au niveau des strates supérieures qui redescendent ensuite pour définir un programme pédagogique, mais même au niveau de la mise en œuvre de cette loi, la loi a d'abord été votée et ensuite le ministère est en train de réfléchir à la façon de construire ça. En tout cas, ce qu'ils ont émis, c'est un certain nombre une certaine volumétrie de cours. Je crois que pour pouvoir avoir un CPES, il faut aux alentours de 1000 heures tous les 2 ans. Alors, c'est même pas marqué si c'est enfin le temps global que l'étudiant va passer dans le cycle. Celui-là, ça peut se faire en 2 ans ou en 3 ans si on choisit différentes formes. D'une chaque 2 ans, la forme. Voilà, c'est ça. Mais le type de programme est différent selon l'établissement qui en porte la demande. Et le ministère agrée tel ou tel établissement en fonction de plusieurs paramètres que vous allez voir revenir. C'est-à-dire que il y a l'organisation du conservatoire, il y a les collectivités locales, c'est-à-dire la mairie de Paris, il y a les régions et il y a aussi le ministère de la Culture. Donc tout ça, c'est en dialogue constant et on verra tout à l'heure, notamment sur les pôles supérieurs, que chacun est un interlocuteur incontournable. En tout cas, vous êtes dans une démarche aujourd'hui où vous avez plusieurs, je me mets un peu dans votre tête, vous allez compléter ce que je vais dire parce que c'est un peu le plan de notre intervention future. Vous êtes tous dans une démarche pour pouvoir avoir un DEM, vous avez la possibilité de vous arrêter après le DEM. Dire, voilà, moi, je vais tenter ma chance en tant qu'artiste. Qu'est-ce que ça signifie? Quels sont les dispositifs de repérage? Qu'est-ce qui s'offre à vous? Donc, il y a ceux qui sont dans cette visée d'avoir un DEM et puis de ne pas spécialement continuer. Il y a ceux qui sont en DEM et qui veulent briguer l'entrée en cycle préparatoire à l'enseignement supérieur. Il y a parmi vous ceux qui sont en cycle préparatoire à l'enseignement supérieur et qui se disent, bon, qu'est-ce qui va se passer pour moi après? Quels sont les lieux de formation où je peux être accueilli? Et quels sont les établissements auxquels je peux envoyer une candidature qui serait intéressante? Et puis, il y a aussi peut-être une frange parmi vous qu'on identifie un petit peu a posteriori, parce qu'on a parfois des étudiants qui se sont inscrits dans le cycle, puis qui ne sont pas allés jusqu'au bout du cycle, et puis qui ont voulu être professionnels juste en sortant de l'école. Je pense notamment à un violoniste que vous connaissez qui s'appelle Théo Secaldi, qui joue beaucoup. Voilà, il a arrêté la scolarité en cours d'année, et puis il a été tout de suite positionné sur le marché des concerts, et en fait, aujourd'hui, il joue énormément. Donc, j'imagine qu'il y a un peu ces différents profils. Est-ce que quelqu'un serait dans une situation un petit peu différente? Il y a des gens que je ne connais peut-être pas forcément qui auraient un… Oui. Moi, je suis en 3C1 en contexte jazz au 5e. Oui. Donc, en fait, je viens pour me renseigner parce que c'est encore dans quelques années, tout ça. Oui. Mais du coup, oui, je me sens différent de ce que vous avez dit. Là, vous êtes dans la strate inférieure, c'est-à-dire que vous êtes en 3e cycle. Oui. Le 3e cycle mène soit à une reconnaissance d'un diplôme du conservatoire, c'est-à-dire vous avez suivi un parcours dans le conservatoire, vous êtes amateur parce que vous avez des études, vous êtes par exemple une étude d'ingénieur, des études d'ingénieur, etc. Vous voulez avoir quelque chose qui atteste votre parcours au conservatoire, ça c'est le CPEM, c'est pour les amateurs à l'intérieur du conservatoire. Soit vous êtes dans la branche du 3e cycle qui se dit non, moi je me destine à peut-être m'orienter vers la professionnalisation, auquel cas vous avez le choix soit de vous présenter dans un cycle spécialisé qui mène au DEM, soit dans une classe préparatoire à l'enseignement supérieur. Il y a une petite différence quand même qui peut vous situer, c'est que quand vous êtes jeune ou quand vous êtes lycéen, je ne conseille pas forcément d'aller très vite vers le CPES, parce que le CPES n'est pas diplômant. Et que, comme disait Xavier, ces 2 ans,
rarement 3. Il faut vraiment avoir produire des attestations pour pouvoir avoir une 3e année. Donc, si vous rentrez trop tôt dans le CPES, ben, vous avez tous les avantages de la carte d'étudiant, des dispositifs, mais en même temps, ça ne sert à rien puisque normalement, vous êtes scolarisé. Et puis, ben, au bout des 2 ans, si vous n'avez pas réussi d'entrer dans une école supérieure, eh ben, vous vous retrouvez sans rien. C'est difficile. Donc, c'est vrai que quand vous êtes très jeune, je vous conseille plutôt de passer par la case DEM. Puis quand vous vous sentez d'attaque pour affronter le CPES et vous dire, bon, 2 ans, c'est un peu une perspective raisonnable compte tenu de ce que je vois, des copains, de la façon qu'ils vont jouer, etc. 2 ans, c'est une perspective raisonnable pour moi pour rentrer dans une école supérieure. Ben, à ce moment-là, vous tentez l'école supérieure. Ce que je voulais dire aussi à tous les gens qui sont ici aussi en ligne, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un DEM et d'avoir fini le DEM pour rentrer dans un CPES. Il y a pas mal de personnes, Keita notamment, on est là aussi qui est ici, qui avaient en fin de cycle spécialisé, ils ont tenté leur chance pour rentrer en CPES. Ça a marché pour vous. Si ça n'avait pas marché, vous seriez aujourd'hui en DEM2, vous ne seriez pas freiné, mais vous pouvez passer dans cette passerelle au niveau du CPES à la fin de la première année de DEM. Il n'y a pas de problème pour ça. Alors, le paysage se dessine un peu comme suit. Alors, les CPES, est-ce qu'on a une vision aujourd'hui, Xavier et Muriel, sur tous les conservatoires franciliens où on a le CPES? Dans le jazz, est-ce que vous avez ces informations? Non, pas le détail. On n'a pas trouvé, j'ai pas trouvé de document qui recense tous les CPES. Alors, ouais. Tout ce qu'on sait, on le sait par contact direct. Voilà. Ouais. Je vais le regarder, je dois le voir quelque part. D'accord. Je sais à peu près ceux qui sont agréés en quoi, donc normalement, oui. Alors, ce n'est pas clair. Non, il y a des établissements en Île-de-France qui ne sont pas agréés. Et j'invite d'ailleurs tout le monde à faire très attention et à bien regarder, non pas si l'établissement affiche qu'il a des classes de CPES, mais s'il affiche bien qu'il est agréé pour le CPES. Oui. Pour ne pas le nommer, le conservatoire de Rueil n'est pas agréé, a accueilli des élèves en leur disant qu'ils entraient en CPES. Et quand les élèves ont voulu déposer une bourse du Crous, ils ont découvert à ce moment-là que ce n'était pas le cas. Donc voilà, et je pense qu'il y en a d'autres malheureusement, parce qu'il y a eu une confusion entre les cycles spécialisés CPES. Il y a des gens qui ont des établissements qui ont déposé des dossiers qui ne sont pas encore reçus, qui ne sont pas encore validés, et sur lesquels ils ont des modifications à faire. Et donc, ça prend parfois 6 mois, 1 an. Et donc, on rate une campagne de bourse. C'est pas que c'est juste ça, en fait. Hein. C'est pas qu'ils ne sont pas dans la démarche, mais parfois, ils ont été un peu vite. C'est-à-dire qu'ils ont une préfiguration de CPES, mais ils n'ont pas encore un CPES. Donc, voilà. Faites juste, vérifiez bien à chaque fois que vous rentrez, c'est bien dans le cadre du CPES classique. Alors, mais il y en a quand même quelques-uns, parce qu'il y a Chalon a eu très vite une place. C'était les premiers, mais ils ont du jazz. Enfin, faut dire, en plus. Il y en a quand même quelques-uns en jazz. Alors, justement, parce que cette formation, elle ne délivre pas de diplôme, la façon qu'aura le ministère de la Culture de reconduire l'habilitation, c'est de dire, bon, vous avez formé des étudiants en CPES, sur les gens que vous avez formés, quelle est leur trajectoire, quel est leur parcours. C'est pour ça que bien souvent, je vous invite à rester tous en lien avec moi, c'est-à-dire que si par exemple, j'ai en général pas mal d'informations des entrées dans les conservatoires supérieurs, mais parfois vous rentrerez assez vite dans le cadre de votre parcours dans une école supérieure, mais parfois, il y aura une année de transition où vous serez sorti du conservatoire et vous ne rentrerez peut-être pas tout de suite dans une école supérieure, mais ça se fera l'année qui suit. Voilà. Ces informations sont des informations d'importance pour nous parce qu'on a envie d'avoir, comme on a envie de faire un parcours pédagogique qui soit au cas par cas, on a envie de savoir tout ce que individuellement vous devenez à l'issue de vos études. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous dire quel que soit le moment, et même si vous faites une première école supérieure, par exemple, vous pouvez décider de rentrer dans un pôle supérieur, puis ensuite de briguer une autre école comme Berkeley ou comme Manhattan School, comme une école à Berlin, etc.
de nous donner votre état de votre parcours. C'est très important pour nous, c'est très structurant pour avoir une idée de l'infiltration dans les écoles supérieures des étudiants que nous avons formés. Alors, parmi vous, qui aurait envie de rentrer dans une école supérieure? Ouais. C'est bien, on n'a pas fait assez pour rien. Grande majorité. Et ceux qui sont à distance peuvent aussi répondre. Hein. On regarde en même temps. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui, parmi vous, estiment qu'ils ont assez des études, qu'ils ont appris des choses ici et qui veulent tout de suite être dans un milieu professionnel, ce qui est aussi très louable, comme je vous le disais. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans cette... Florentin, toi aussi? Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui auraient envie d'enseigner plus tard? Okay. Peut-être. Ça dépend. Ça dépend. Bon. Vous vous retrouvez dans une problématique qui est celle de vos aînés. On est, Stéphane, moi, tous vos profs, dans cette problématique d'une polyactivité. Pour le cas de l'enseignement supérieur, voilà le diagramme que Stéphane a préparé. En fait, on fait intervenir le ministère de la Culture. Historiquement, c'est celui qui a bâti tous les conservatoires. C'est lui qui a pensé l'organisation de l'apprentissage de la musique, de la danse, du théâtre. Mais le ministère de la Culture a une situation qui évolue un peu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est passé du stade de prescripteur, c'est-à-dire qu'il veut un nouveau diplôme et il le finance, à un stade d'observateur. C'est une grande différence au niveau du ministère de la Culture, c'est-à-dire qu'ils sont toujours préconisateurs d'une formation qui peut être équilibrée, etc., mais ça n'est plus les principaux financeurs. C'est une distinction de taille, parce qu'à la fois sur la mise en œuvre de l'enseignement supérieur et des pôles supérieurs, disons, et puis aussi sur le fonctionnement du CPES, ils financent qu'à la marge. C'est une question un peu technique, peut-être vous aurez l'occasion de y revenir, Xavier, mais ils ont plutôt envie de questionner les conservatoires pour savoir ceux qui auraient envie d'avoir une classe de CPES. Cette classe de CPES étant subordonnée au fait de pouvoir financer et d'avoir des soutiens des collectivités locales. C'est-à-dire que le ministère ne finance pas les CPES, il peut apporter un peu au pot commun, mais il faut surtout que les conservatoires qui déposent cette demande d'habilitation de classe de CPES aient le soutien des collectivités. Donc c'est là où il y a une grande transition à partir du DINOP, CEPI, voilà, vous connaissez peut-être ces choses-là, de la question de, c'est bien beau de créer des nouvelles strates d'enseignement, mais qui les finance? Parce qu'aujourd'hui, c'est bien le nerf de la guerre, cette question de l'argent. Et c'est pour ça que vous peut-être observez des différences, puisqu'il y en a ceux qui viennent de régions différentes, que voilà, dans les différentes régions en France, il n'y a pas nécessairement le même volume d'heures ou il n'y a pas nécessairement les mêmes budgets qui ont été donnés par les collectivités pour soutenir la création de tous ces cours, comme c'est le cas à Paris, par exemple. Donc, ministère de la Culture, collectivité territoriale, donc c'est... Xavier, peut-être, vous pouvez nous dire, pour les conservatoires, c'est un financement essentiellement Ville de Paris et un petit peu la région, ou c'est moitié-moitié? Alors, le ministère, c'est une subvention qui, effectivement, comme a dit Jean-Charles, n'est pas très importante. C'est à la marge, bon, c'est une grosse marge, mais c'est quand même à la marge. C'est entre 7 et 10% en fonction des situations. La région intervient sur certains CRR, mais pas toutes les régions. Donc, c'est un choix de la région. Telle région va faire le choix d'aider l'enseignement spécialisé, et d'autres régions ne vont pas faire ce choix. L'Île-de-France n'a pas fait ce choix, et donc nous ne recevons aucune subvention de la région, ce qui est quand même assez paradoxal. Nous appelons le conservatoire à rayonnement régional de Paris, et la région ne donne rien. Donc il y a quelque chose qui n'est pas logique dans notre appellation. Et donc c'est la ville de Paris à 90%, plus de 90%, qui finance notre activité. Uniquement la ville de Paris. Donc on va dire tout repose sur la ville de Paris. C'est très, 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 très clair. Et on voit apparaître aussi dans le paysage les universités, parce que ça a été le grand chantier de la mise en place des pôles supérieurs. Vous étiez un des pionniers, Xavier, pour le pôle supérieur Paris-Boulogne-Billancourt. Ça remonte à il y a 12 ans, c'est ça? Il y a 12 ans. Et l'idée étant que un artiste accompli à un niveau d'une école, d'un niveau d'enseignement supérieur
c'est à la fois comme disent les latinistes, mens sana in corpore sano, c'est une tête bien faite dans un corps bien fait, un esprit sain dans un corps sain. C'est-à-dire des gens qui ont des capacités instrumentales, digitales, des connaissances musicales précises, mais aussi des gens qui ont des repères musicologiques, qui ont plus que de vraies notions d'histoire, qui ont des positionnements sur des connaissances historiques et analytiques. Et donc, c'est là que rentre en ligne de compte l'université, à savoir que tous les pôles supérieurs en France sont en lien avec une université. Je sais pas, Toulouse, c'est le Mirail. Aix, c'est aussi l'université Aix-Marseille. d'Aix. Voilà. Et ça a été très important parce que les universités ont donné le diplôme, ont signé le diplôme qui valait grade de licence pour tous ces pôles supérieurs. Les pôles supérieurs, ils ont été créés à l'époque, peut-être Xavier, vous pourrez aussi en parler. La France, elle a su assez bien former les artistes et les musiciens. Simplement, elle a accumulé un retard parce que l'ensemble de l'Europe avait ratifié des accords qui s'appellent les accords de Bologne, LMD, licence, master, doctorat. La France avait un régime un peu spécifique et avait un vrai savoir-faire en termes d'enseignement musical. Et pendant longtemps, elle a boudé ce fonctionnement-là, LMD. Et tous les pays européens se sont mis sur ce système-là, partenariat université, école d'art. Elles ont délivré massivement des diplômes, licence, master et doctorat pour les étudiants européens, quand en France, on était encore englué dans ce que Muriel nous a dit, le DEM, qui était un diplôme d'établissement avec un statut social des étudiants qui n'était pas reconnu. Autrement dit, si la France arrivait à former efficacement des artistes, ces artistes, du point de vue de leur diplôme, n'étaient pas compétitifs en Europe. Donc là, la France, à un moment donné, n'a pas pu continuer à fonctionner sur le même modèle. Ils se sont dit, il va falloir qu'on fasse très vite, qu'on ratifie ce schéma, licence, master, doctorat, voilà, pour que les étudiants qui aujourd'hui ont un diplôme qui s'appelle les DEM, qui seraient, on avait vu ces trajectoires même au CEA de Paris, on avait des étudiants qui étaient en DEM et qui sortaient en DEM, qui arrivaient en licence 3 ou en master dans des écoles européennes. Donc, on voyait bien quel effet ça pouvait créer. Donc, on s'est dit, on va créer ces écoles supérieures, ces pôles supérieurs qui vont délivrer licence, master et doctorat. Sauf que, pour des raisons budgétaires à nouveau, on a la première strate qui est créée, c'est-à-dire la strate de licence, mais un tout petit peu la strate de master, et pour les pôles supérieurs, quasiment pas la strate de doctorat. Donc, il s'agit, quand on réfléchit à l'enseignement supérieur, il s'agit aussi d'avoir une visée sur ce que vous voudriez faire, quel serait pour vous votre parcours d'études. Est-ce que ce sera un parcours assez court ou est-ce que c'est un parcours assez long? Si c'est un parcours court qui peut aller jusqu'à une licence, effectivement, vous avez la possibilité de réfléchir au pôle supérieur, ceux qui sont en France. Si vous avez une idée d'aller jusqu'à un master, voire de faire un vrai travail de recherche parce que ça vous intéresse, parce que vous avez envie vous sentez que ça vous appelle, ça vaut vraiment le coup de réfléchir au parcours européen parce que même si la France a mis en place les pôles supérieurs pour combler ce retard, elle ne l'a pas complètement comblé. Elle a mis en place la licence à la marge du master et à la marge du doctorat. Vous savez ? Sauf sur les CNSM. Sauf sur les CNSM. Qui ont le monopole du doctorat, en fait. Voilà. Et grosso modo, du master. Et pratiquement aussi de tous les masters. Presque. Vous vouliez rajouter quelque chose, Xavier, par rapport à ça ? Non, c'est très clair. Alors, bon, c'est pas pour compliquer la chose. En fait, les délivrances des diplômes d'université, donc l'université, c'est délivrance des diplômes universitaires. Les pôles supérieurs et les CNSM délivrent aussi des diplômes, si vous voulez. Donc, alors qui ne s'appellent pas de la même manière, mais qui sont reconnus au niveau Bac plus 3, Bac plus 5 aussi, tout simplement. Mais c'est juste un détail. Ça ne change rien au contenu qui vient de vous être présenté. Mais d'autant que si vous êtes dans un pôle supérieur, vous pouvez avoir la licence délivrée par l'université, le DNSPM délivré par l'établissement, et éventuellement passer un diplôme d'État délivré par le ministère de la Culture. Donc voilà, c'est les acteurs, tous les acteurs sont là. Voilà, tous les acteurs sont là. Du coup, le pôle supérieur, il est équivalent à une licence? Oui. Okay.
Et actuellement, les pôles sont dans une démarche de ce qu'on appelle du val en grade. Par exemple, les CNSM, on dit toujours les CNSM délivrent un master. On en passe tout le temps. En fait, non, les CNSM délivrent un diplôme val en grade de master, qui est reconnu au même niveau que le master, qui n'est pas un master. Et les pôles sont dans une démarche de délivrer le DNSP qui serait val en grade de licence, reconnu au niveau de licence. Ça s'appelle le val en grade. Et puis là, c'est quelque chose qui est maintenant acté, un rapprochement entre le conservatoire et l'université, et qui est souhaitable d'ailleurs. Hein. Vous savez que moi, je vous en parle assez souvent de par mes propres recherches. Hein. C'est quelque chose aussi qui est, il faut savoir, hein, aux États-Unis, il y a énormément de musiciens que vous aimez, Vijay Iyer ou des gens comme ça, qui ont un doctorat aussi, hein, qui sont absolument armés. Donc sur le marché du travail à l'international, il faut imaginer enfin, renseignez-vous, hein, parce que je le cite souvent lui, parce que c'est un des exemples, hein, mais il y en a quand même énormément qui sont comme une démarche artistique de très très haut niveau, tout en ayant une démarche vraiment de recherche aussi et de formation universitaire. Alors très rapidement, pour vous présenter le panorama, vous connaissez certainement, mais quand même pour préciser, l'enseignement supérieur, vous avez donc les deux CNSM, mais il se trouve que pour le jazz, il n'y a que le CNSM de Paris qui propose une formation jazz. Il y a une formation au CA Jazz au CNSM de Lyon, mais qui concerne les certificats d'aptitude et pas votre formation, on va dire, initiale. Le poste, c'est que pour la pédagogie, pas pour la musique. Vous avez les pôles supérieurs, dont on va parler. Les pôles supérieurs qui ont absorbé une grande partie de ce qui était appelé précédemment les CFLM, qui étaient des établissements qui préparent au diplôme d'État, mais pas tous. Il en reste quand même quelques-uns qui constituent les 4, voilà. À 3 3. D'accord. J'étais à 4. Et puis, et aussi les CFMI qui peut préparer au diplôme de musicien intervenant, le diplôme universitaire de musicien intervenant. Donc, le CNSM, ça, j'imagine, c'est ce que vous identifiez le mieux. Hein. Je sais qu'il y a une grande partie d'entre vous qui ont déjà postulé pour le prochain concours. Un cycle de 3 ans. Alors, quand tout le monde sait ce que c'est, les ECTS, c'est voilà. C'est des équivalents créditants, ce qui fait que si jamais vous voulez valider tel type de diplôme, il vous faut un nombre de CTS minimum, ce qui fait que vous pouvez après faire valoir ce diplôme en Europe, parce que c'est un système partagé par l'ensemble de l'Europe. Et à la sortie du CNSM, vous avez donc ce DNSTM délivré par le CNSM. Vous pouvez rentrer dans un deuxième cycle qui est un cursus donc post. Là, on est dans le niveau master, qui délivre un master ou reconnu, c'est ça ce que vous disiez? C'est un diplôme de val en grade de master. Voilà. On peut dire master. Voilà. Et puis un troisième cycle qui peut vous mener jusqu'au doctorat et qui est un doctorat de musique. Je ne crois pas de musicologie, mais il y a une appellation. Il y a les deux. Hein. Il y a les deux parce que et qui est fait notamment en partenariat, je ne sais pas si c'est exclusif, mais avec la Sorbonne. La Sorbonne a mis un partenariat. Donc vous voyez, il y a bien sûr, ça c'est pour se poster jusque dans des études très longues, rentrer au CNSM et passer un certain nombre d'années au CNSM pour obtenir des diplômes, on va dire, d'interprète, mais aussi en lien avec les masters, les doctorats, les licences. En même temps, il y a un parcours il y a un département de pédagogie au CNSM qui peut vous permettre de. N'hésitez pas, si je fais des bêtises à me corriger. C'est-à-dire qu'en cours de formation, vous pouvez essayer de vous inscrire dans la formation pédagogique pour obtenir un diplôme d'État. Alors là, j'ai été. Non, voilà. Alors, je ne sais plus si en quelle année on peut rentrer dans l'entreprise du DE, si c'est. C'est variable selon les écoles. Ça dépend des écoles. Ouais. La plupart des pôles sup et même les CNSM font des admissions conjointes DE, DNSP, mais on peut faire très bien entrer en formation DE à la deuxième année de DNSP. Donc, on va dire la formation DE est plutôt sur 2 ans en général, sur 3, mais ça peut se situer au début, soit un peu plus tard. Et puis donc le CNSM aussi propose une formation de directeur. On ne va pas en ce moment, mais bon. Plus récemment. Ouais. Et pourtant, c'est un emploi d'avenir. Ça va reprendre. Sachez que là, il y a du travail. Et donc, les pôles supérieurs, on a parlé tout à l'heure, donc l'attestation de CPES, le DEM est encore valable pour entrer, oui. Et le niveau du baccalauréat.
ou une reconnaissance d'équivalence éventuellement. Et donc, ici, un cursus de 3 ans donc sur 6 semestres. Et si vous allez jusqu'au bout de la validation des différentes choses, vous ressortez avec le fameux DNSPM, la licence. Et si vous avez été admis dans la formation pédagogique, éventuellement un DE. Alors, à savoir que certains pôles supérieurs proposent tout de suite la triple diplomation. C'était le cas, mais j'emploie l'imparfait parce que le parcours jazz est en train de chuter à l'ESN Bourgogne, mais en jazz et en musique actuelle, quand on était admis à l'ESN Bourgogne, on était à la fois admis à la fac de Dijon, dans le parcours du pôle supérieur dans le parcours musical, et on était aussi dans la formation DE tout de suite, d'emblée. Donc les étudiants ressortaient avec ce triple diplôme. Là où, par exemple, si vous rentrez dans un pôle supérieur autre, notamment au PSPBV, vous aurez la fac et des cours de musique, mais il va falloir réussir le concours d'entrée en pédagogie pour pouvoir avoir ce troisième diplôme. Regardez bien si le parcours DE est inclus ou pas dans le parcours et si vous pouvez l'avoir. Je sais aussi pour le PSPBB, on avait parlé quand vous en occupiez. Au PSPBB, il n'y a pas énormément d'étudiants qui ont pu avoir le DE, très peu en fait, parce que le contingent d'élèves qui ont le DE n'est pas si important. Donc, c'est encore une fois pour des raisons d'habilitation, en même temps que des raisons financières. Enfin, mais il y a à peu près, je sais quoi, on est sur 25-30 étudiants par an. Ça va monter, on est à 50, mais c'est pour une raison historique, c'est qu'il y a 2 pôles supérieurs en région Île-de-France, celui d'Aubervilliers au sud 93, voilà, et le pôle supérieur Paris-Boulogne. Et il y avait une sorte de répartition que les formations DE se feraient essentiellement au pôle sud 93. Et quand on a pu obtenir de l'avoir pour le pôle Paris-Boulogne, ça a été sur 25 étudiants et c'est monté à 50. Donc c'est encore un peu étroit par rapport au nombre de demandes. Et puis alors pour les pôles sup, et surtout en ce qui vous concerne le jazz, il faut aussi voir un petit peu ce qui se passe, quelle est la situation aujourd'hui. Avec l'ADEJ, donc l'association des enseignants de jazz, on avait fait ici même une journée de rencontres avec tous les pôles sup, tous les coordinateurs des pôles sup jazz étaient présents et on a vu les disparités qu'il y avait en termes de volume d'heures, de cursus, de cohortes d'étudiants aussi. C'est-à-dire qu'il y a des fois des étudiants de jazz qui peuvent se retrouver quasi seuls dans une promo. Donc ça aussi, il faut y penser. Hein, c'est d'un endroit là où vous avez la chance d'être nombreux et de jouer en permanence. Bon, après, c'est nécessairement c'est pas toujours dans tous les endroits pareil. Encore une fois, c'est parce que c'est une question de financement. Hein, c'est des financements. C'est des financements locaux. Alors, l'ANESCAS, dont Daniel vous a parlé, qui regroupe toutes les pôles sup, hein, qui est une association nationale des établissements d'enseignement supérieur. Voilà, culture artistique, enfin, je sais plus ce que c'est. Et alors, en ce qui concerne le jazz, alors là, c'est certainement actualisé parce que ça bouge, hein, on en avait parlé. Peut-être tu peux. Ça bouge, mais pas spécialement dans le bon sens. C'est-à-dire que les étudiants commencent à sélectionner les pôles dans lesquels voilà, il y a beaucoup de monde, il y a une effervescence, il y a un niveau, il y a une dynamique. Et cette chose-là, elle n'est pas forcément lisible au premier chef parce que l'école, elle annonce toujours le même diplôme, les mêmes volumes. Mais lorsque vous arrivez dans une école où vous êtes tout seul, ce n'est pas pareil que quand vous êtes 10 du même niveau et voilà, avec qui vous allez pouvoir expérimenter la musique. Et de fait, on voit aujourd'hui que donc, les pôles sup aujourd'hui sont sur une ligne Paris-Strasbourg. Au sud, il n'y a presque plus rien. Alors là, vous allez pouvoir me dire, mais en jazz. C'est-à-dire qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, il n'y a pas de pôle supérieur. Et le CNSM de Lyon, qui vient de déposer son projet d'établissement, n'a pas inclus le jazz. Donc, son projet d'établissement, il est jusqu'en 2026. Donc, durablement, jusqu'au moins en 2026, il n'y aura pas de jazz au CNSM de Lyon. Le SM Dijon, Chalon, en fait, ils ont fait
sur les recommandations de Jean-Pierre Estival, ils ont séparé les musiques actuelles du jazz et en fait, aujourd'hui, le jazz se réduit un peu à peau de chagrin. Donc, il n'y a plus suffisamment de demandes, donc il n'y a plus une dynamique pour pouvoir former les étudiants. ISDAT à Toulouse, alors je ne sais pas exactement, l'ISDAT ça existe toujours, c'est là d'où est noté originaire Noémie Obidas, mais Tom, tu saurais peut-être nous dire, ça marche toujours le pôle sup Je ne sais pas s'il y a encore en jazz. Tu as un doute en fait. Hein. Disons qu'il y a longtemps. Ouais. Et puis on n'a jamais vu non plus dans le monde. Voilà. USM X, la filière n'est pas montée, PESM Bordeaux, je ne suis pas certain, et le pont supérieur a abandonné le jazz pour se consacrer sur les musiques actuelles. Donc 12 ans après, cette volonté de répartir des pôles supérieurs de façon uniforme en France, notamment sur un pôle sup par région, on voit bien que sur certaines esthétiques, notamment le jazz, il y a des choix de parcours. Alors, ceux qu'on voit beaucoup, c'est Lille, c'est le pôle sup 93 qui recrute, c'est le PSPBB à travers ces deux antennes, c'est-à-dire le PSPBB pour les cours qui ont lieu à Paris, à Boulogne, et c'est aussi l'antenne du CMDL qui travaille en partenariat avec la Fac d'Evry. C'est Strasbourg avec la HIR, Haute École des Arts du Rhin, qui est sur le Conservatoire de Strasbourg. Et voilà, alors cependant, je confirme ce que je dis, notamment, il y a un CPDM à Lyon qui reste très actif sur l'enseignement du jazz. Et donc là, ça mène à la délivrance du diplôme d'État avec une reconnaissance d'une pratique musicale riche, petit, avec un travail collectif des étudiants, mais ce n'est pas un pôle supérieur, c'est un CPDM. Voilà, donc il y a le pôle Allier-Noir-Poitiers. Alors, il y avait des embryons mais ça s'est toujours pas mis en place avec un grand centre. Il y a un grand centre au niveau de l'enseignement du jazz qui est Tours, avec traditionnellement Jazz à Tours, le CRR coordonné par Guillaume de Chassis, et puis dans le même périmètre, Vincent Potreau et puis la Fac de Tours. C'est une très belle synergie en ce qui concerne l'enseignement du jazz, parce qu'en plus, complète ce trio la salle du Petit Faucheux, qui est une salle labellisée jazz. Et donc, il y a une très belle dynamique sur Tours, mais cette dynamique n'a pas accroché les wagons par rapport au pôle supérieur, le pôle Aliénor-Poitiers. Donc, ce sera peut-être dans les recommandations qu'on pourra faire. Regardez bien, pas seulement les endroits où ils affichent la formation, mais regardez le nombre d'étudiants qui rentrent. Renseignez-vous après sur la vivacité de chacune de ces structures. Donc, juste pour faire le point sur les CFLM, alors j'en ai un de trop, alors apparemment dans ma liste. Alors, il y a Lyon, il y a Normandie, et il y a et le dernier, c'est Metz. Ouais. Et le quatrième, c'était qui alors? Oui, parce que j'ai compté le pôle Aliénor. Mais Poitiers, il est dans le pôle Ah oui, il est supérieur. intégré dans le pôle supérieur. Il a été intégré. Il a été intégré, voilà. Et donc, c'est des formations pédagogiques, hein, c'est-à-dire que si vous rentrez dans la formation initiale, en 2 ans, vous allez faire de la didactique, de la pédagogie, des sciences de l'éducation et des stages de mise en situation. Et au bout de ces 2 années, vous aurez validé votre diplôme. C'est des formations diplômantes. Donc, quand vous avez réussi le concours d'entrée, normalement, si vous faites le soir examen et tout, vous sortez. Bien sûr, il faut passer les épreuves, hein, mais c'est avec un taux de réussite relativement important, quoi. Et l'obtention du diplôme d'État. Ça, c'est pour les gens qui veulent se destiner plus à l'enseignement. Ça, c'est 2 ans? C'est sur 2 ans, ouais. Ouais. Je l'ai pas mis, ouais, tout à fait. C'est sur 2 ans. Hein. Alors, il y a de multiples formules parce que les CFDM aussi font de la formation continue pour les gens qui travaillent déjà, voire de la VAE, qui est aussi un domaine très important. Mais là, vu que vous êtes en formation initiale, on parle plus de ce moment-là. Il y a des accès au DE après en cours de carrière. Est-ce que tu as des questions, Marianne? Ah oui, alors j'ai quelqu'un qui demande pourquoi si c'est compliqué. Je veux dire, c'est opaque et le temps qu'ils intègrent et comprennent comment fonctionne la formation, les élèves ont 26 ans ou sont découragés.
Ça, c'est pas une question. Non, c'est un commentaire effectivement assez juste. Hein. Effectivement, si... Ben oui, Ça prouve la nécessité de ces rencontres. Voilà. Et ça montre qu'il y a aussi un vrai besoin de partager vos expériences. C'est-à-dire qu'effectivement, ceux qui sont dedans ces écoles doivent pouvoir trouver des lieux où ils peuvent donner les informations, où ils peuvent en fait partager, alors soit avec leurs anciens profs par exemple, c'est-à-dire qu'effectivement remonter l'information. Ayez le réflexe quand vous intégrez une école de donner des nouvelles, de dire est-ce que ça vaut la peine de, enfin voilà, est-ce que c'est une école à conseiller, quel est l'apport que ça a, à la limite. Il arrive qu'on se trompe, hein, les uns les autres. On peut avoir été en toute bonne foi dans une école et se rendre compte que ce n'est pas tout à fait ce qu'on attendait. Mais il est urgent, et c'est vrai, de prévenir. Et je pense que c'est le meilleur service qu'on puisse rendre à tout le monde aussi. Pas seulement à vous, mais aussi aux écoles. Ça les oblige aussi à un moment donné. Ben, tant pis, elles ferment peut-être la formation de jazz. Mais c'est peut-être mieux parce qu'une formation de jazz avec deux personnes dedans, c'est ridicule. Alors, c'est dommage pour les enseignants, qui étaient certainement des enseignants de valeur, mais en même temps, on ne peut pas emmener des jeunes se professionnaliser de façon isolée, surtout dans une pratique qui est extrêmement collective. Alors, par rapport à cette remarque qu'on ne peut pas contester d'ailleurs, hein, mais il y a aussi, il faut voir les deux côtés des choses. Quand j'avais votre âge, il n'y avait que deux CLSM qui formaient à peu près 1200 élèves en tout et pour tout. Là, on est sur un panel d'une bonne quinzaine d'écoles qui en forment trois fois et demi plus. Donc, il y a ça aussi. Et puis, on a toujours tendance aussi à trouver qu'en France, c'est compliqué. En Allemagne aussi, c'est compliqué. Il y a tellement de Hochschulen que certaines n'ont pas le statut universitaire, l'autre l'ont. Certaines demandent une pratique de l'allemand courante, pas d'autres. Enfin, à chaque fois, c'est des situations difficiles, enfin, différentes, pas difficiles, différentes. Donc, c'est pas simple, c'est pas lisible immédiatement, c'est compréhensible, on va dire. Oui, c'est ça. Donc, elle disait, en fait, elle complétait sa question en disant, en fait, sa question, c'était comment on peut améliorer. Oui. Donc, finalement, on peut aussi améliorer en regardant. Il suffit souvent d'aller quand même regarder les sites Internet aussi, de regarder un peu les productions sur les pages Facebook, etc., de toutes ces écoles-là. De regarder, parce que même sur le site de la médiathèque de la Philharmonie, il y a quand même des informations sur un certain nombre d'écoles et assez précises. Le site de la Philharmonie est bien fait. Et bien fait. Et vous pouvez même les appeler, parce qu'eux ont des échos sur les écoles, sur où est-ce que ça en est, et au département des métiers, en fait, hein, de la Philharmonie. Ils sont très disponibles, vous pouvez aller les voir, vous pouvez aller discuter avec eux. Et ils ont quand même une vision, ils sont pas centrés du tout, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, que sur la musique classique. Ou alors le jazz, ils l'ont passé dans la musique classique, j'en sais rien. Mais... Non, c'est riche de ressources. Ils ont énormément d'informations et ils sont assez sur un poste d'observation. Donc, ils récupèrent aussi beaucoup d'informations et peuvent les redistribuer en fait, au besoin. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que naturellement, même les écoles anglo-saxonnes qui ne sont pas dans le système de licence, master, doctorat ont déjà ce système. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est sans doute l'Europe qui s'est calée sur la façon anglo-saxonne de considérer le parcours d'études supérieures. Mais naturellement, si vous briguez une école américaine, par exemple, l'encadrement de l'école américaine a toujours envie d'être en lien avec l'encadrement de l'école dont est issu l'étudiant. C'est-à-dire que pour beaucoup d'étudiants qui sont aux États-Unis, j'ai fait une lettre de recommandation et ça passe beaucoup par ce système-là aux États-Unis, c'est-à-dire vous dites ce que vous avez obtenu, vous expliquez le parcours que vous avez fait, ce que vous avez monté, etc. Et ils ont besoin d'avoir le mot de l'enseignant ou du responsable pédagogique de l'école dont est issu l'étudiant qui brigue l'entrée dans la je sais pas, Manhattan School, Berkeley, New School, Juilliard, etc. C'est toujours, il faut une lettre de recommandation d'une sorte de senior, d'un encadrant. Donc, c'est vrai que naturellement, ça crée ce lien entre vous et nous. Du coup, je sais assez vite quand
l'admission est faite pour un étudiant dont j'ai pu produire une lettre de recommandation. Mais c'est chouette parce que du coup, ça nous permet d'avoir naturellement ce lien et cette traçabilité. Et après, d'avoir les échos, de savoir si ça s'est bien passé. On a pu aussi, là, notamment pour les écoles américaines, assez vite décrypter les problématiques. C'est-à-dire qu'il y a dans beaucoup d'écoles de très bons enseignants. On a travaillé il y a quelques années un partenariat avec la New York University, qui a une antenne ici à Paris. Mais la New York University, c'est une école qui est extrêmement chère. C'est, je pense, la plus chère des écoles américaines. Je pense qu'il faut pas loin de 50 à 60 000 $ par an pour pouvoir suivre les enseignements de cette école. Donc, effectivement, il y a des très grands enseignants, tout ça, mais c'est une école qui est extrêmement chère. Donc, rentrer dans cette école, c'est parfois pas difficile. C'est comme pour Berkeley. On peut assez vite rentrer dans Berkeley, mais il faut voir quel serait l'argent que vous auriez à débourser pour pouvoir suivre cette école. Parfois, ils accordent une bourse complète, c'est-à-dire que vous venez et vous avez un niveau qui est suffisant pour qu'ils vous accordent une bourse. Sinon, vous pouvez avoir une demi-bourse, mais une demi-bourse, ça peut être synonyme de sortir 15 000 € pour aller suivre une année de formation à Boston. Donc là, on a vraiment des enseignements qui sont totalement à la carte et totalement facturés. Alors, pour compléter le panorama qu'on a eu, l'année dernière, on avait fait cette rencontre en mars dernier. On s'est rendu compte que c'était un peu tard parce que notamment le PSPBB avait fait sa campagne de recrutement. Là, on a voulu faire plus tôt. Je pense parmi vous, il y en a qui ont brigué le CNSM. Est-ce que vous voulez nous dire qui a envoyé sa candidature pour le CNSM? Voilà, c'est pareil, vous me direz ce que ça donne. Même sur il y en a 10 dans la salle qui ont brigué je parle pour, pour nos amis. Et là, et en ligne? Oui, et en ligne, je ne sais pas, parce que le temps qu'ils arrivent à se compter, comme ils sont un par un, c'est plus compliqué. Ouais. Et donc, pour le pôle supérieur Paris-Boulogne-Billancourt, la date limite du dépôt des dossiers, c'est le 31 janvier. Je pense que Karine Bonnefoy va vous en parler de ce parcours. Karine ou Julien Dubois, voilà. N'hésitez pas à aller les solliciter si vous voulez des précisions sur le parcours qu'ils ont mis en place au pôle supérieur. Ce qu'on pourrait voir, c'est éventuellement l'enseignement supérieur en Europe. Et alors là, on est sur une dimension beaucoup moins exhaustive parce que on a des échos, mais c'est vous qui les alimentez, ces échos. Et c'est aussi une structure qui s'appelle l'IASJ, International Association of School of Jazz, où entre enseignants, on a pu se rencontrer et on a pu déterminer un peu des lieux qui sont des lieux ressources en Europe où les étudiants sont un peu l'équivalent de vous ici à Paris. Donc, effectivement, dans les écoles européennes, il faut faire le distinguo entre les écoles où on parle français et les écoles où on parle une autre langue. Donc, celle où on parle français, c'est Lausanne, EMU. Donc, vous allez voir un représentant. Émile Spani est un très bon recruteur pour Lausanne. Je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui sortent de CPES et qui vont et qui s'orientent vers Lausanne. Lausanne, en fait, a tiré cette épingle du jeu que les Suisses ne sont pas dans l'Europe. Mais quand l'Europe met en place des formations intéressantes pour les Suisses, ils savent les suivre. Et c'est le cas pour Lausanne, qui a très tôt, parmi les premiers, adopté cette structuration licence, master, doctorat. Et donc, avec des moyens qui sont considérables, parce que l'école de Lausanne a des locaux magnifiques, notamment pour le jazz, c'est vraiment une belle école. Et donc, voilà. C'est une super directeur de la musique. Vous avez Berne, Haute École des Arts de Berne. Il y a le Conservatoire Royal de Bruxelles. Et il y a aussi, on ne l'avait pas indiqué, mais il y a Bâle. Il y a cette école. C'est pas francophone. Mais c'est sûr. Ah oui, c'est de langue allemande. Hein. C'est Basel. Et Basel, c'est la partie. Mais ils parlent peut-être français aussi, parce que c'est des Suisses. Parce que on a eu, notamment sur Strasbourg. Ouais, c'est pas en français, les cours. C'est pas en français, hein, les cours, ils sont en anglais, non?
Oui, je crois qu'il y a la possibilité en anglais, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas français. Oui, non, D'accord. ils sont anglophones. Les cours sont. On a vu notamment, je sais qu'il y a des gens qui sont de Strasbourg, mais on a vu que les Strasbourgeois sont un peu sur cette filière. Ils ont une proximité de l'Allemagne avec des Hochschule, notamment Cologne, qui a un magnifique projet. Et ils sont aussi à proximité de Bâle. Et on a vu aussi des stratégies des étudiants qui sont d'aller de. Voilà, quand on habite Strasbourg-Bâle, c'est vraiment tout à côté. Et à Bâle, ils ont un parcours incroyable. C'est une série de masterclass. Je sais qu'il y a un étudiant que je connaissais qui a pu travailler avec des artistes comme Brad Meldo sur une semaine de travail. Ils ont vraiment un programme d'enseignement qui est extrêmement riche et très bien doté. Voilà. Donc, école francophone, donc ça s'arrête où on est sur ces 3 écoles. Est-ce que vous avez un écho des échos à nous donner d'écoles francophones? Est-ce que vous avez brillé certaines écoles? Non, spécialement. Alors peut-être on peut continuer. Voilà, les écoles anglophones. Voilà, donc c'est par le biais de rencontres entre structures, soit l'AEC, l'Association européenne des conservatoires, soit l'IASG, International Association of School of Jazz, qu'on a rencontré des enseignants. Et donc, parmi les enseignants, aux Pays-Bas, on a Den Haag, qui est dirigé par une femme. Voilà, c'est suffisamment rare pour être signalé que le Haag a une responsable de département qui est une chanteuse, Susanna Buell. Qui a John Rocco, prof de clarinette, Robinson Coury, qui est un jeune tromboniste issu du CNSM de Lyon en trombone avec Michel Becquet, qui ensuite a fait le CNSM, qui aujourd'hui est prof de trombone, ça fait 2 ans, qui est prof de trombone à Den Haag. La Royal Academy de musique de Londres, alors celle-ci est dirigée par Nick Smart, notamment sur les cuivres. Ils ont un niveau de cuivre qui est prodigieux. Tromboniste, trompettiste, le niveau est excellent. Le Music Center de Dublin, Ronan Gifford, qui est le responsable de cette école, voilà, ils ont un super parcours sur le rythme, notamment parce que c'est vraiment le sujet d'étude aussi universitaire, comme disait Stéphane tout à l'heure. Il a fait des recherches spécifiques, Ronan, et ils ont un parcours rythmique qui est un travail sur le rythme qui est formidable dans cette école. Voilà, il y a d'autres écoles et voilà. Est-ce que vous avez des expériences d'écoles en Europe dont vous voudriez faire mention? Est-ce que vous avez brigué des écoles en Europe? Est-ce que vous auriez envie de briguer des écoles? Qu'est-ce que... Il y a la Norvège aussi qui propose il y a 2 écoles, une à Oslo, une à Trondheim apparemment, qui sont aussi apparemment intéressantes. Ouais, puis Trondheim, c'est vraiment un historique dans le jazz norvégien. C'est vraiment énormément de gens qui ont été formés là-bas. Donc, je pense que ça serait intéressant. Il y a le conservatoire de Amsterdam aussi. Ouais. Là, je crois que Paul Sanson est entré, hein, c'est ça? Oui, je crois. Super. Je pense aussi à Sibelius Academy en Finlande, à Helsinki, qui a un super département de jazz qui est dirigé par Jussi Kanast et qui a été quelqu'un qui a, je pense, eu son master au CNSM de Paris. Il a fait un master en Erasmus. C'est une chose qu'on voulait vous dire aussi, c'est-à-dire que dans ces écoles, elles ont pour but de mettre en lien l'université avec une école d'art, mais ils encouragent fortement les étudiants à suivre un semestre. Est-ce que ça peut être 2 semestres? Là, je vais peut-être vous laisser compléter. Un semestre, voire 2 à l'étranger. Oui. C'est minimum 3 mois, mais c'est un semestre ou une année. Alors, il vaut mieux pas faire une année sur une année diplômante. Si vous faites ça en Master 2 ou en Master 3, c'est compliqué parce que vous devez passer vos examens dans l'école d'origine. Mais si vous faites ça en Bachelor 2 ou en Master 1, vous pouvez faire une année complète. Voilà. Ah voilà, école germanophone, Jazz Institute de Berlin, c'est une école qui est très prisée avec aussi un alignement d'enseignants en jazz qui est exceptionnel. Je me souviens plus du nom de... Ah voilà, Peter Weininger, prof de sax.
Munich. Voilà, vous regardez, c'est Linz, Peter Herbert qu'on avait invité ici, Musikhochschule Köln, Sébastien Sternat, Annette Foundation. Voilà, ce sont des lieux ressources avec de très bons départements. Donc Cologne, Mannheim, Linz en Autriche, Munich, Berlin, Graz, Günterbrück. Très bon aussi. Et puis, comme on se disait en aparté à l'instant, la plupart de ces écoles aussi donnent des cours en anglais, mais elles demandent quand même un TOEFL en allemand pour avoir un certain niveau Il faut un grade, de compréhension. je ne sais plus, c'est A, je ne sais pas quoi, ou B, enfin, je sais pas quoi. Alors, sachez aussi une chose en Allemagne, c'est qu'en France, le cachet de la poste fait foi, c'est la date d'envoi, mais ce n'est pas le cas pour les écoles allemandes. Quand ils mettent une deadline, il faut que le dossier soit reçu à la date. Oui, il y a quelqu'un qui a eu des problèmes avec ça, non? Oui, il y avait Basile l'année dernière qui avait été retoqué. Et Paul précédemment, ceux qui nous l'avaient appris d'ailleurs, Voilà. c'était à cause de ce déboire. Voilà. C'est les Allemands. Alors, moi, je ne parierais pas, mais je pense qu'à Bâle, c'est la même chose. Il faut peut-être que ça soit arrivé avant d'être parti. Mais... Voilà, ensuite, les autres écoles dans le monde, en Europe et dans le monde. Ah, voilà, un guitariste à l'École supérieure de Lisbonne, extraordinaire guitariste, Ricardo Pinheiro, et qui est maître de conf aussi à la fac, donc il a cette double casquette très, très bien. Gary Keller, il vient de partir à la retraite, donc c'est plus lui à Miami. Voilà, les écoles new-yorkaises, vous les connaissez, de New School, New England, ça c'est Boston, New England Conservatory, super prof de culture, Ken Chaporst, Berkeley, New York University, McGill, où il y a Montréal, c'est une super école également. Notamment, il y a Jean-Michel Pilk qui enseigne là-bas. Et c'est dans les écoles françaises. Non, McGill, c'est anglophone. Ouais, McGill, ouais. C'est les autres qui sont francophones, mais McGill est anglophone. Alors là, c'est quelques noms prestigieux et puis dont on connaît la qualité. Si jamais vous voulez avoir une liste complète, il y a notamment le magazine Jazz Ed, en un seul mot, Jazz et ED à la fin, qui tous les ans fait un dossier sur les écoles. Et moi, je les ai, donc à l'occasion, je vais passer. Et moi, j'ai fait le recensement de tout. Il y en a un peu plus d'une centaine d'universités aux États-Unis sur l'ensemble du territoire qui proposent des formations. Alors, ça peut être des centres très reconnus comme des endroits avec moins de profs et d'élèves, hein, mais donc il y a quand même énormément de choses aux États-Unis sur l'ensemble du territoire. Ok. Ah, voilà, les critères de choix. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Effectivement, si vous ne parlez pas anglais, ce n'est pas forcément évident de vous retrouver tout de suite immergé ou allemand. Bon, la langue est un critère de choix quand vous choisissez une école supérieure. Le nombre d'étudiants global, ça, ce n'est pas forcément des informations que vous avez au premier niveau d'information quand vous allez sur le site d'une école. Donc, c'est là où il faut parfois faire jouer vos relations, et essayer d'avoir des antennes pour savoir comment marche le département dans lequel vous avez envie de postuler. L'équipe pédagogique est prof d'instruments chant, donc évidemment, vous allez vous renseigner sur les instrumentistes et les artistes qui seront vos profs. Il faut se méfier aussi sur les têtes d'affiche, c'est-à-dire si vous y allez parce que vous savez qu'il y a tel musicien avec lequel vous avez envie de travailler, est-ce qu'il y est tout le temps ou pas? Est-ce qu'il a un petit nombre d'étudiants? Est-ce que vous pouvez en faire partie? Enfin, pas avoir de déception là-bas. Ouais, c'est vrai notamment par rapport à Liebman que j'aime beaucoup. Dave Liebman, il enseigne à la Manhattan School of Music, mais il enseigne qu'au niveau du doctorat. Donc, si vous voulez, avant, il y aura d'autres personnes. Donc, voilà, se renseigner sur ces coût formation, logement, transport, frais. C'est une donnée importante. Qu'est-ce que ça représente de se loger? Vous êtes posé la question peut-être à Paris, si vous venez d'une autre région, mais voilà, c'est un budget de venir étudier dans une école comme celle-ci, ou comme le PSTBB ou autre. En fait, c'est une grande chose qu'on reconnaît encore à la France, c'est-à-dire une forme de gratuité des études ou une indexation du coût des études qui n'est pas du tout en lien avec le coût de revient pour la collectivité. Donc, quand vous allez dans une même école, par exemple en Angleterre, je ne sais pas, Manchester, c'est à 12 000 livres par an.
Voilà, donc c'est effectivement un peu d'argent, enfin même beaucoup d'argent à sortir pour pouvoir. Dans certaines écoles européennes, on est sur 3 000 à 4 000 euros par an. Ce pas les écoles les plus chères, effectivement. Voilà. En France, encore une fois, c'est j'allais dire, un vestige de l'exception culturelle française, mais vous avez tout l'environnement est cher. Vous logez, vous nourrir, vous déplacer, etc. Mais le coût des études reste extraordinairement bas, pour mon opinion. Volume RR, cours, ratio, université, temps de pratique individuelle. Ça, c'est une question que j'avais regardée quand je m'occupais du pôle supérieur Paris Boulogne-Billancourt parce qu'on avait un programme qui était très copieux. La fac, là-dessus, rajoutait un programme extrêmement copieux. Et au finish, on avait des étudiants qui avaient la sensation de manquer leur cible en termes de temps de pratique individuelle, de pratique de l'instrument. Donc, voilà, il faut bien regarder, décrypter sur la volumétrie des cours qui vous est proposé, est-ce que vous avez le temps de travailler chacune des disciplines et puis surtout de travailler votre instrument. Diplôme délivré, donc c'est ce qu'on disait avec Xavier tout à l'heure. Est-ce qu'on vous délivre la licence, le DNSPM la licence, est-ce qu'il y a le DE dans le même… voilà, quel est l'ensemble du parcours? Quels sont les diplômes qui vous sont délivrés? Et pareil à l'étranger. Pardon? Pareil à l'étranger. Bien sûr. Oui. Parce qu'à l'étranger aussi, hein, il y a souvent Et des masters des branches de pédagogie dedans. Voilà. Qualité des infrastructures, c'est vrai que, par exemple, Lausanne est une école où vous avez un Steinway dans chaque box de travail, vous avez des salles informatiques, vous avez des foyers, voilà. La capacité d'enregistrer votre séance sur un Zoom qui reste dans la salle. Donc, la qualité de ces infrastructures, voilà, sert le projet de l'étudiant parce que quand il fabrique de la musique, etc., il est dans de bonnes conditions de travail. Ouais, si on passe sur dans un conservatoire, en France, je me dis que le diplôme, c'est pas le même. Si on veut revenir après travailler en France, comment ça se passe? Alors, oui, cher connu, oui. Si tu fais un bachelor n'importe où en Europe, tu peux te présenter en master au CNSM, ou si tu veux t'arrêter là, c'est un super connu. Les diplômes de pédagogie sont reconnus aussi au niveau européen, donc il faut faire une démarche auprès du ministère, mais ce n'est pas difficile en fait, c'est une validation tout simplement. Donc oui, c'est plus un problème comme ça qui va. Et la dernière chose, c'est la scène musicale locale. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes dans un bain de culture, dans un bouillon de culture? Est-ce que, même si on n'avait pas LMD, on a toujours eu Paris a toujours drainé beaucoup d'artistes étrangers. Je pense notamment à des artistes italiens qui sont venus s'installer à Paris, pas spécialement pour rentrer dans les écoles, mais parce qu'il y avait une activité, une scène, des artistes, des réseaux. Et ça aussi rentre en ligne de compte, parce qu'une fois que vous sortez de l'école, est-ce que vous avez des clubs de jazz? Est-ce que vous avez des artistes qui sont invités pour donner des concerts? Est-ce que vous avez la capacité de nouer des liens avec un environnement professionnel, des artistes professionnels qui sont dans le lieu où vous prenez vos études? Est-ce que vous avez des questions? Questions? Alors, pour terminer, avec Jean-Charles, en fait, on a tout le PowerPoint, tout le contenu qu'on vous a montré, on l'a transféré sur un site donc qui est accessible, Jazz Orientation. Vous allez retrouver les mêmes éléments. Donc, le premier objectif, c'est que vous ayez accès à ces informations et que ça soit profitable. Et le deuxième objectif, je ne sais pas si vous voyez, mais à droite, c'est contribuer. C'est que c'est collaboratif aussi. On est très en attente d'informations que vous pouvez avoir grâce à vos réseaux à vous, d'amis qui sont déjà dans certaines écoles européennes, de vos expériences. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez contribuer et puis nous donner des informations qu'on met sur le site et ça servira à vos futurs étudiants qui vous suivront et qui bénéficieront de toutes ces précieuses informations. Donc, voilà, tout ce qui a été sur le PowerPoint, vous le retrouvez ici et plus tout ce que vous ajouterez. Je voudrais encore vous laisser la parole pour les questions que vous auriez éventuellement aux auditeurs, mais ça c'est pour l'aspect des écoles supérieures. On est dans une école, on travaille, on a un peu éclairé cette balise qui est l'enseignement supérieur. Si vous avez envie d'être assez vite dans le métier,
aujourd'hui, on voit bien que les rencontres se font plus comme peut-être à l'époque dans des clubs, les rencontres se font dans les écoles. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que dans le métier, les liens qui ont été tissés à l'intérieur de l'école se retrouvent plus tard. Je ne sais pas, Paul Jarret, par exemple, qui est un artiste adami cette année, le premier projet de quintet qu'il a fait, c'était le quintet qu'il a joué dans le cadre de son DEM. C'est son projet de DEM qui, aujourd'hui, est le projet qu'on voit à l'extérieur. Il y a énormément de dispositifs de repérage des jeunes artistes. Ça vaut le coup de le savoir parce que quand vous sortez des écoles, il y a beaucoup de tremplins. Il y a Jazz à Vienne qui fait ça, il y avait Avignon qui fait ça, il y a Jazz Migration dont je vous ai envoyé l'appel à candidature. Je ne crois pas que ce soit terminé. Jazz Migration, donc en fait, quand vous êtes lauréat d'un dispositif Jazz Migration, il y en a 3 ou 4 par an. Ces 3 ou 4 par an ont une cinquantaine de dates dans l'année qui suit. Donc en fait, ça leur donne la possibilité d'être assez vite sur scène, d'être assez vite encadré parce qu'il y a tout un pan de la structuration, le financement du projet culturel. Qu'est-ce que c'est que l'action culturelle? Qu'est-ce que c'est que de l'action en milieu scolaire? Enfin, il y a toutes des pans de savoir qui sont distribués, qui sont donnés dans le cadre de ces dispositifs Jazz Migration. Et si il faudra qu'un jour on les recense, mais comme ça, je pourrais vous en citer facile une dizaine. Donc, vous n'êtes pas forcément dans la nature et dans la jungle quand vous sortez de l'école. Essayez de voir quels sont les endroits où il y a pour les chanteurs-chanteuses, il y a Crête Jazz Vocal. Voilà, on a des étudiants qui ont gagné. Et voilà, et quand ils ont gagné, c'est soit un peu d'argent, soit un enregistrement dans un studio, de toute façon une programmation. Voilà, c'est des choses qui sont des dispositifs de repérage qui sont aujourd'hui extrêmement forts dans un métier qui se structure et puis qui collabore. Je voulais vous dire aussi que l'ONJ, on a monté un orchestre national de jazz des jeunes avec l'idée que quand on est encore dans un parcours d'études, ça peut être intéressant de jouer la musique des pionniers de l'Orchestre national de jazz, Denis Badeau, François Jeannot, Franck Tortillet, etc., de rejouer ce programme. Et aussi, l'ONJ donne des informations sur qu'est-ce que c'est que tournerait un projet, c'est quoi l'économie du spectacle vivant dans Voilà. Donc, vous allez les voir. On va peut-être aussi faire une rencontre avec Grand Format. On est partenaire de Grand Format. Les grands formats, c'est la pratique du jazz dans les grands formats, c'est-à-dire des orchestres de plus de 8 musiciens. Il y a plein de personnes qui sont des personnes ressources et on a des étudiants qui étaient ici, encore une fois. Hein. Je pense notamment à Léo Janel, trompettiste, vous connaissez peut-être, qui a monté un groupe qui s'appelle Panoramic Project. Et dedans, quand on regarde la plaquette, ce ne sont que des anciens du CRR. Panoramic Project est membre de Grand Format. Et donc, il y a une fédération des grands orchestres de jazz qui est puissante, où il y a de l'Orchestre national de jazz au plus jeune d'entre eux, Panoramic Project de Léo Janet. Voilà, il y a une équipe, un environnement qui aide à une bonne infiltration dans le métier. Parce on peut rentrer dans le métier en tant que porteur de projet. Je sais notamment que Florentin, pour en avoir discuté avec lui, c'est le profil d'un porteur de projet. Il a monté son projet, il est en train de trouver un lieu pour pouvoir le jouer, de trouver une résidence, à faire en sorte que ce projet SM. Mais on a aussi des gens qui, à l'intérieur de notre cycle, ne seront pas spécialement des porteurs de projet, et ce n'est pas grave, mais ce seront des musiciens qui développeront d'autres capacités comme étant sideman. Mais ça veut dire avoir aligné un certain nombre de qualités musicales, de lecture, de déchiffrage, de compréhension de la musique, de proposition, d'improvisation. Voilà, on n'est pas tous des porteurs de projets en puissance, on peut être également sideman. Et voilà, et dans la diversité de l'environnement musical tel qu'il se construit aujourd'hui au niveau du jazz, il y a des opportunités pour pouvoir être épaulé, aidé et infiltré dans ce milieu professionnel. Et puis il y a des dispositifs d'accompagnement de pratique aussi. Encore une fois, la Cité de la musique en fait beaucoup, mais ce n'est pas les seuls. Hein. Juridiquement, pour tout un tas de questions autour de la conduite de projet.
Donc, on a une question, mais qui est une question plutôt pour Xavier, c'est est-ce qu'il y aura le même webinaire pour les musiques actuelles, les musique amplifiée électro ou les musiques à l'image? Alors, c'est une question aussi de. On ne peut pas faire 50 réunions de ce format, bon, bien que ce soit si agréable. On va rassembler des disciplines parce que en musique actuelle, ils sont 4 fois et demi moins nombreux qu'en jazz. Musique à l'image, ils sont encore moins nombreux. Voilà, donc il faut rassembler des. Bien évidemment, c'est très important ce type de réunion. En plus, qu'il y a des personnes qui nous suivent en ligne, ça veut dire qu'il y a un besoin qui est encore plus grand pour celui qui est exprimé ici. Et donc, oui, mais on ne va pas multiplier 43 disciplines en réunion, donc on va certainement imaginer des dispositifs croisés. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je rebondis sur ce que vient de dire Jean-Charles, c'est vraiment les éléments les plus importants. Hein. Dans tous les métiers, il est prouvé qu'on fait carrière avec les gens qu'on a fréquentés, essentiellement avec les gens qu'on a fréquentés dans ces études. C'est encore plus vrai pour les musiciens, pour les artistes en général, pas que les musiciens. Donc, si par exemple, vous allez faire, si vous partez 2 ans à Berkeley pour faire un master, par exemple, gardez votre réseau qui est en train de se constituer. Là, aujourd'hui, vous êtes en train de constituer une partie de votre carrière avec les amitiés, les affinités électives artistiques que vous constituez entre vous. C'est une partie de votre carrière qui se constitue actuellement. Et ça, c'est prouvé par des études. On fait sa carrière essentiellement avec les personnes avec lesquelles on était en études. Donc ça, c'est très important. Ne perdez pas. Aujourd'hui, c'est facile de garder les liens et de ne pas perdre vos vues. Donc, ne perdez pas de vue vos collègues d'aujourd'hui dans les années qui viennent. Après, sur les dispositifs d'émergence, Jean-Charles aussi on a parlé, un ou deux petits conseils comme ça. Essayez de voir aussi si dans votre région, je ne sais pas d'où vous venez, mais allez frapper à la porte du conseil régional. Il y a parfois des aides, des bourses, des dispositifs favorisants, parce que votre région sera fière de dire on a un jeune artiste là qui vient de remporter un prix ou d'être sélectionné pour ça, etc. Et il y a souvent dans les régions, un petit peu moins dans les départements, mais allez quand même au conseil départemental, et pensez aussi aux DRAC, parce que les directions régionales des affaires culturelles, les DRAC aussi ont des dispositifs de soutien aux jeunes artistes et favorisant l'émergence. Par exemple, les DRAC ont fait des actions envers les SMAC, même si elles ne sont pas aussi tournées vers le jazz comme on aurait pu le souhaiter, Jean-Charles et moi, mais quand même un peu. Donc, allez, c'est votre votre droit, votre rôle aussi d'aller voir ces personnes en disant qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, j'ai 24 ans, j'ai mon diplôme, j'essaye de me faire produire, de jouer, avoir des dates, aidez-moi. Pensez évidemment aux fondations, pensez évidemment aux fondations, pensez à tout ce qui peut vous soutenir. Moi, j'ai participé à plusieurs fondations. Je me souviens très bien, par exemple, d'avoir poussé énormément un enregistrement de Laurent Coulon. Je trouvais ça absolument fabuleux. Et puis, ça a déclenché un petit peu, ça a été très important pour lui. Et dans cet ordre d'idées-là, il y en a plein de fondations, BNP Paribas. Regardez les fonds de dotation aujourd'hui. C'est quelque chose qui se développe énormément, les fonds de dotation. C'est pas forcément. Les fondations, c'est les très grosses entreprises. Les très grosses entreprises sont des fondations, comme Télécom, etc. Et les fonds de dotation, ça peut devenir de particuliers ou d'entreprises ou de particuliers, parce qu'il faut que 5 000 € pour créer un fonds comme apport, pour créer un fonds de dotation. Et ça appelle des capitaux, du mécénat. Et il y en a énormément. Il y a 3 000 fonds de dotation qui sont constitués ces dernières années et l'essentiel sont pour la culture. Et moi, j'ai regardé tout à l'heure, j'en ai trouvé pas mal sur le jazz. Donc, allez chercher ça aussi. Et quand vous faites une demande dans ces partenaires éventuels, surtout, ou alors si vous allez voir un programmateur, si vous allez voir Vincent Anglade à la Philharmonie, ce qu'ils attendent de vous, c'est que vous leur racontiez une histoire. Je ne sais pas leur dire, pas à peine de leur dire, vous savez, je joue très bien, j'ai 5 diplômes, etc. Ça, c'est facile à voir. On fait un lien YouTube, on voit très bien comment vous jouez. Il faut lui raconter une histoire. J'ai un projet, mon projet, c'est une histoire. Je ne sais pas, vous développez quelque chose, vous trouvez un fil conducteur. Aujourd'hui, il faut se distinguer pour aller voir des programmateurs qui ont envie de voir sur scène et de vous aider à monter un projet.
Donc, c'est encore un petit peu tôt, mais j'ai entendu que quelqu'un déjà était porteur de projet. Donc, c'est le moment vraiment où vous devez réfléchir à ça. Qu'est-ce que je vais faire en jouant très très bien? Quelle histoire j'ai envie de raconter? Quel type de projet je peux monter? Voilà, c'était les choses que j'ai vues changer ces années, sur ces dernières années. Donc, ça peut vous apporter quelques éléments. Est-ce que c'est possible à un moment d'avoir, pas formation, mais une réunion sur l'environnement professionnel, comment il faut se comporter, par exemple, quelle sorte de contrat il faut signer, parce que souvent, je pense qu'on se retrouve dans des situations où on ne sait pas vraiment comment il faut être comme artiste, et du coup, moi, j'aimerais bien personnellement avoir aussi ça par Alors, des informations pour les classiques, on ne le fait pas parce que c'est des choses qui arrivent un peu plus tard dans leur parcours. Effectivement, pour vous, vous êtes souvent embauché sur des dates avant d'avoir fini votre cycle d'études, donc je trouve que c'est une demande qui est pertinente aussi. Ouais. Il y a l'IRMA aussi. Bref, l'IRMA à Paris qui fait de la musique, tout un tas de fascicules, de documents sur des questions juridiques, comme tu viens de le dire. L'accompagnement, ou alors pour le disque ou le spectacle vivant. Donc, il y a pas mal de choses là-bas. Des formations aussi. Il peut y avoir des formations. Et il faut regarder parce qu'il y a aussi des formations en ligne de plus en plus, et des formations gratuites où on peut obtenir. Ce ne sera pas forcément pour les musiciens de jazz, mais ça va être pour artistes plus largement. Et il y en a même sur le centre sur le site du CNFPT, où il y a un certain nombre de formations, donc tout ce qui va toucher aux métiers liés au conservatoire, donc pour tout ce qui est fonctionnaires territoriaux. Donc en fait, les professeurs de conservatoire, pour une part, dans les conservatoires, sont fonctionnaires territoriaux. Et en fait, il y a un centre national de la fonction publique territoriale et qui anime des formations à destination des fonctionnaires, dont une partie sont des musiciens. Donc, il y a quand même des modules de formation qui sont mis en ligne et accessibles à tout le monde. Donc, des fois, il ne faut pas se priver d'aller regarder. Et puis, en plus, maintenant, vous êtes suffisamment habile là-dessus. Vous pouvez aller directement au sujet qui vous intéresse, zapper éventuellement certaines choses. Enfin, c'est des rediffusions. Donc, voilà. Essayez aussi et n'hésitez pas. Enfin, je veux dire, il y a quand même pas mal d'éléments qui existent. En tout cas, quelle que soit la stratégie dans laquelle vous êtes, c'est soit celle qui consiste à rentrer dans une autre strate scolaire, soit celle qui est d'aller je sais pas, en pôle supérieur, mais même si vous êtes en pôle supérieur, vous êtes vous allez être à un moment clé où vous avez eu la sensation de continuer, de passer chacune des étapes par le travail musical que vous avez. Donc, vous avez été sincère dans ce travail-là et vous avez travaillé votre instrument, acquis des données, connu, appris les choses, progressé dans chacun des domaines. Et petit à petit, vous allez avoir un environnement, vous allez être en haut d'une montagne avec un panorama qui est à 360 degrés. Et le passage maintenant, vous entamez ce passage-là où il va falloir, vous allez regarder toute la multiplicité des paysages alentours. Et ce paysage, pour construire votre parcours singulier, c'est un paysage qui est fait de voilà, la question du réseau, la question de trouver un point de chute, où est-ce qu'on va s'établir, la question qui est de quel statut social on va être, est-ce qu'on va enseigner, qu'est-ce que ça nécessite, comment est-ce qu'on va gagner notre vie. Pour le cas de la musique, il y a plein de domaines qui sont très complémentaires, qui est la question du droit d'auteur. Écrire de la musique, est-ce que c'est vous qui allez l'écrire, vous n'allez pas l'écrire? S'il est écrit, vous pouvez prétendre être adhérent à la SACEM. Ça veut dire qu'à chaque fois que cette pièce va être jouée, elle va vous rapporter des droits. Et donc, tout ça, c'est une multiplicité de métiers. Si vous faites un certain nombre de cachets, ben voilà, moi, je pense que j'ai un volume d'activité suffisant qui me permet
de pouvoir bénéficier du régime assurantiel des intermittents du spectacle, ben, qu'est-ce que ça signifie? Et en fait, dans plein de domaines, c'est plein de compartiments et de choses à connaître. Alors, il va falloir faire un beau projet et raconter une histoire qui va passionner la personne qui aura envie de vous programmer. Mais après, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller là-bas, qui j'engage, comment je salarie, comment je me salarie, est-ce que je suis répertorié à la SACEM? Est-ce que c'est la SACEM ou la SACD? Enfin, il y a plein d'organismes qui sont… Et donc, la boussole, elle est nécessaire parce que c'est un panorama qui est assez vaste, en fait. Donc là, on va pas trop passer de temps là-dessus parce que c'était plutôt l'objet de vous présenter le panorama post-DEM, post-CPES. Mais c'est vrai que petit à petit, vous allez avoir la sensation de vous retourner pour voir que le chemin, c'est vous qui allez l'emprunter. Et là où vous allez passer à gauche, vous n'allez pas passer à droite. Et là, vous allez passer au milieu. Ça ne va pas être en arrière. Ça va être votre choix, vos décisions à l'intérieur de ce qui peut paraître aujourd'hui comme étant une jungle inextricable. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci de votre présence. Merci de votre présence en ligne à tout le monde. Vous aurez sans doute la possibilité de pouvoir consulter en différé ce webinaire. On vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et puis on se retrouve début janvier. Merci. Merci. Bien sûr, maintenant.